Donc Victoria Vesna est une artiste qui travaille dans le champ art sciences technologie, vraiment en utilisant les deux aspects, le multimédia d'un côté et les nouvelles technologies de pointe de l'autre, mais aussi c'est quelqu'un qui collabore depuis très longtemps avec un ensemble de scientifiques de différentes nature, on va dire, sur différents types de recherches. Donc, parmi ces thèmes de recherche et de création, il y a les nouvelles technologies donc, et les sciences. Et elle a fait tellement de choses. Mais entre autres, elle a travaillé sur l'impact des technologies et de la communication sur nos vies et nos identités. Elle a fait aussi beaucoup de projets liés aux nanotechnologies et aux nanosciences. Elle est la coordinatrice et l'éditrice de 2 ouvrages, entre autres, Database Aesthetics, Art in the Age of Information Overflow et Context Providers, Conditions of Meaning in Media Arts. Victoria est aussi enseignante et elle a mis en place un certain nombre, et ça c'est important je crois, d'enseignements. Elle est enseignante au département Design et Media Arts à UCLA, donc à l'Université de Californie à Los Angeles, département qu'elle a largement contribué à constituer et à faire grandir. Et elle est aussi la directrice d'une chose un peu exotique, hein, qui est le département, qui est le Art Science Center, et qui est conjointement avec une école d'art et l'Institut de nanosystèmes, toujours à UCLA, donc qui associe des étudiants en art et des étudiants en sciences. Voilà, et elle est aussi membre du jury du prix Ars Electronica pour les artistes dans la salle qui auraient envie de présenter leur projet l'an prochain. Je vous présente aussi Aline Péniteau et Olivier Adam, qui ont collaboré sur ce projet. Aline Péniteau est compositrice en électroacoustique, donc dans ce champ largement inventé par les Français, on va dire. Et elle poursuit, elle nous dira où elle situe sa filiation et ses ruptures. Mais aussi, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elle est documentariste radio. Donc, elle produit non seulement une création artistique, mais aussi une documentation sur les environnements sonores naturels. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement dans les environnements sonores naturels. Elle est aussi marin. Et je crois que c'est un élément tout à fait important. Olivier Adam, Olivier est bioacousticien. Il est enseignant-chercheur à l'Institut des neurosciences à Paris-Saclay, et donc une université CNRS et Université Paris-Sud, et à la Sorbonne Université. Et Olivier est spécialiste des cétacés, avec notamment des enregistrements tout à fait originaux du chant des baleines à bosse. Donc maintenant, je vais passer la parole à Victoria Vesna et à son traducteur. Hello. Thank you for being here, and thank you, Annick, so much for doing this. I really appreciate it. It's always so much more work than we imagine. Merci d'être ici. Merci Annick. Et c'est toujours beaucoup plus de travail qu'on pense pour parvenir à un rendez-vous comme celui-là. And I also wanted to thank the Leonardo Society for hosting me at the Melina Maison. I'm really excited to be here. Et je voudrais également remercier l'association Leonardo et également la résidence de la Maison Melina où elle est ravie de séjourner. So these are short talks. So I'm going to do a very short presentation of one project that I'm feeling very urgent about, and I am showing it right now in Vienna. It's Noise Aquarium. Donc je vais faire une présentation relativement courte d'un projet qui est important et sur une question urgente et que je vais également montrer prochainement en exposition à Vienne. So Richard Feynman, who some of you may know, said there's lots of room at the bottom, and I was actually looking at the bottom, and there's Richard Feynman. Physicist. Ok. Richard Feynman a dit qu'il y avait de la place dans le fond, dans les grands fonds,
et je vais vous parler de cela. These are 8 species of plankton. Ici, vous avez 8 espèces de plancton. And actually, there's hundreds of thousands in the ocean. Et il y a en réalité And des in the centaines de milliers seas. dans les océans. And they provide up to 80% of the air we breathe. Et ils nous fournissent 80% de l'air que l'on respire. So every 5th breath that we take is produced by planktons. Tous les 5 respirations qu'on peut prendre sont donc fournies par les planctons. I was approached about 2 years ago by Alfred Wendel, who's the director of the Scientific Visualization Lab in University of Vienna. J'étais contacté il y a 2 ans par Alfred Wendel, qui est le scientifique de visualisation de l'université de Vienne, un laboratoire de The visualisation. art scholar. And he said that they're visualizing a database of planktons, and would I be interested to create an art project with it? Il m'a dit qu'il était intéressé de créer une base de données de visualisation des planctons et si j'étais intéressé de travailler avec lui sur ce sujet. So at that point, I didn't know much about plankton, but they looked cool. À cette époque-là, je ne connaissais pas énormément de choses sur le plancton, mais bon, je les trouvais cool et sympathiques. And I have been very interested in working with water in the past, especially looking at noise pollution underwater. Et donc j'ai toujours été malgré tout intéressé à travailler sur les océans, sur l'eau en général, et en particulier sur la pollution sonore sous-marine. So just to give you a sense, I asked the question, how does noise pollution affect these micro creatures? Donc très vite, je suis venu à la question de comment cette pollution sonore affecte ces micro-créatures. We know that whales and dolphins, they work with sonars, so noise pollution can be incredibly destructive, and we pretty much know this. On sait déjà que les baleines et les dauphins qui donc s'orientent avec le sonar sont particulièrement sensibles à la pollution sonore subaquatique. But what about the planktons? Mais donc, que peut-on dire sur les planctons? Because if we look here, we're seeing machines, we're seeing sonar, there's fracking, there's boats. I mean, it's just non-stop noise that's about 1,000 times as much of what we could handle. Donc on a les machines, les bateaux, les sonars, la fracturation sous-marine. Il y a tellement de sources sonores qui peuvent créer de la pollution sous-marine. I also did another project about how noise pollution affects us. And there's a psychiatrist in UCLA who studies the relationship of depression and noise pollution on humans. J'avais également travaillé sur comment la pollution sonore peut nous affecter nous-mêmes en travaillant avec des psychiatres qui étudient ces relations entre la dépression et les nuisances sonores. So then I saw this image, and I'll show you a video later. This is a micro creature, a plankton, that's about 0.5 millimeter, eating microplastics. Et ensuite, je suis tombé sur cette image donc d'un microplancton d'un demi-millimètre en train de manger des microplastiques. And this really alarmed me because if the bottom of the food chain is eating microplastics and you start moving up the food chain, it basically means that all of us are eating plastic. Donc ça m'a un peu terrifié. Si on imagine que le début de la chaîne alimentaire ingère des microplastiques, effectivement ça remonte et nous également on est impacté par ces microplastiques. So it's this vicious circle from fracking from oil, creating plastics, consumerism with plastic, and then back in the ocean, and then the plastic disintegrates, goes to the bottom, and the plankton eat it. Donc il y a une sorte de cercle vicieux entre l'extraction donc de pétrole sous-marin, de la transformation vers le plastique,
puis le rejet de microplastiques dans les océans et donc les planctons qui vont ensuite les ingérer. So this is just one example, and I'll show you more of what the scientists in Vienna are doing. They're actually 3D scanning these microcreatures, which is incredible if you think about it. They're like the size of a sand, but they're 3D scanning them. Donc là, c'est juste un exemple d'un travail que font ces scientifiques qui travaillent sur la visualisation des planctons et qui donc font des scanners, des scans 3D de microplanctons pour voilà, les rendre. So here's the plankton under a microscope. Donc ici un plancton sous microscope. That's being observed. Then there's a tracking to observe the way the plankton moves. Donc il y a ensuite un traçage de leur mouvement. And once we have the 3D scan and the movement, then I work with an animator who reanimates it. Donc ensuite, à partir des scans 3D des planctons et du traçage de leur mouvement, je peux pouvoir créer une animation pour leur donner un peu... And I decided to blow up the planktons to be as large as whales. Donc j'ai décidé de donner une dimension vraiment grande aux planctons de telle manière que sur l'écran, on a l'impression qu'ils sont la taille d'une baleine. So here's my initial proposal. Donc So la proposition initiale. This is the paramecium. Le paramecium. That's it. Paramecium. Okay. It's Okay. Latin. It's the same. Yeah, but if you start with that, Yeah. So the idea is that to immerse you in seeing the complexity of these microcreatures. Donc pour essayer de comprendre la complexité de ces micro-créatures. And to immerse you in the noise that they have to deal with. Et donc pour essayer de s'immerger dans le bruit auquel ils sont confrontés. C'est un peu l'objectif de l'installation. And I'll show you a little bit of the installation so you have an idea. Of course, the real way you want to experience is to really experience it. We're competing here with human noise. Okay. Donc je vous montre quelques images de comment fonctionne l'installation et comment on peut l'expérimenter, l'expériencier. Et même si là on va être en compétition avec le bruit de l'autre côté de la salle. Au festival Ars Electronica à Linz en Autriche l'année dernière. So when you step on the pedestal, donc si on monte sur la plateforme, I should say the entire audience has 3D glasses, so it's not just the one person immersed in the 3D. Tout le public porte des lunettes 3D. C'est pas seulement la personne qui est sur la plateforme. You're attempting to get the plankton to be in front of you so you could observe it, but you have to center yourself to do this. Vous essayez de vous positionner de telle manière à être un peu en face du plancton, mais voilà, d'essayer d'arriver à une netteté de la relation. Right. And if you're not centered, you're destroying it, and everybody is immersed in noise. Donc si vous n'êtes pas assez centré, vous détruisez la composition et tout le monde se retrouve immergé dans le... So when you center yourself and you bring it, you hear the sound of the whales. Donc quand vous arrivez à vraiment être bien centré sur la plateforme, vous commencez à entendre les sons des baleines. Là, c'est des sons qui viennent de la fracturation, de la perforation du sonar. Des sons de sonar.
Ça, c'est tous les noms des personnes avec qui j'ai travaillé, donc un grand travail collaboratif avec l'Université de Vienne. And I'll end there because that's my 10 minutes. Thank you. Et Merci. je vais arrêter ici, et puis merci beaucoup. Asking Victoria a few questions. J'aimerais bien poser maintenant quelques questions à Victoria. Victoria, this work includes creatures and sound, which is something that you have been targeting in different works. So maybe you would like to tell us a little bit more about the relation for you with other than humans and sound in your work. I'm thinking of Blue Morph or Bird's Noise Diamond. So, Peut-être que je traduis. Je peux traduire, Victor. Je peux m'auto-traduire. Victoria, dans cette pièce, associe donc un travail sonore avec des créatures vivantes. Et c'est un fil qui a été conducteur dans plusieurs de ses œuvres. Donc je lui demande de nous expliquer comment elle propose ça. So I've always been interested in what's not visible, what's not audible, and how to expand our vision from the very narrow vision that we humans have. Donc j'ai toujours été intéressé par ce qui n'était pas visible, pas audible, et par l'extension de nos sens, au-delà de ce que la vision un peu étroite que l'on peut avoir en tant qu'humain. And in the example that Anik mentioned, the blue morph, that's a blue morpho butterfly where together with my partner, James Jimjevsky, we measured the metamorphosis of a chrysalis to a butterfly, the sound, the vibration. Donc Annick demandait à propos du projet Blue Morph. Donc c'est un projet que j'ai développé avec James Jizewski, qui donc est spécifiquement sur le passage de la chrysalide au papillon, la métamorphose, et rendre audible ce moment, cette étape. And for the birdsong diamond, it's actually about mapping acoustic networks of birds and listening to birds. Right? Donc sur l'autre projet sur les oiseaux, il s'agit de cartographier les réseaux sonores des oiseaux et de les écouter. But in general, I think we need to think of ourselves as animals and expand our vision, to summarize. De manière générale, il faut se penser nous-mêmes comme des animaux et d'essayer d'étendre un peu notre perspective de ce point de vue-là, pour résumer. And so this will lead me to the next question, which is, you are dealing with nature and with living creatures, and your artwork is super high-tech and with super high technology, caves and 3D environments. So can you explain this relation you have using this kind of technology to address this kind of issues? Tu te traduis Pardon. Oui, Victoria, dans tous les travaux de Victoria, enfin dans beaucoup des créations de Victoria, il y a l'utilisation d'une technologie de pointe, d'une technologie très high-tech et très sophistiquée, comme le système Cave 8K de l'Ars Electronica à Linz. Et ces contenus portent sur la nature, sur l'environnement, sur des questions politico-écologiques, enfin en tout cas de notre relation au vivant. Et je lui demandais comment elle associait ces deux éléments, et aussi d'un point de vue esthétique. So also as an aesthetic element in your work. Yes. So it's really about using technology to immerse people in experience. And I think Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les technologies pour que les gens s'immergent et vraiment fassent l'expérience. because if you're completely immersed and you hear, for instance, in this the noise, that's actual noise, and the planktons that are actual planktons, it is so intense that I could talk for hours and you wouldn't get the same message, right? Et par exemple, ici, si vous vous immergez dans cette idée donc d'être un plancton et dans le bruit, et c'est du vrai bruit réel qui est vraiment intense,
on pourrait ne pas s'entendre du tout dans une intensité telle de son, et on peut s'immerger un peu dans la sensation qu'on peut se projeter dans ce rapport. And then the other thing is I have issues about bringing live from bacteria to animals inside of gallery situations. I think it's abuse. Donc j'ai aussi une problématique, disons un problème personnel ou éthique sur la question d'utiliser ou d'amener des bactéries ou jusqu'aux animaux, du vivant, dans des espaces de galerie, et je trouve que c'est abuser du genre animal. On the other hand, I do have a dinner project that has nothing to do with technology. We just sit at a table and eat. Et il y a d'autres projets que j'ai, c'est rien à voir avec la technologie, c'est de s'asseoir à table et de manger. Qui est aussi un projet artistique. So we sit around the table as animals in the Chinese zodiac and bring food and then talk about genetic manipulation, animals as companions, animals as laboratory experiments, and we are animals. Et donc while we eat, sorry. On s'assoit autour d'une table un peu comme avec les signes du zodiaque chinois, et on discute à propos de manipulation du vivant, on discute. Voilà. En gros, on vient avec l'animal de son signe du zodiaque qu'on représente et qu'on peut manger éventuellement si on est mangeable. Et c'est le point de départ d'une discussion autour de notre relation aux vivants et aux animaux. En tant qu'animal. En tant qu'animal. Yeah. So at this time when we have the climate change and CRISPR and cloning and all these things happening at the same time, extinction of animals at such a rapid pace, it's just urgent. So whatever tools you have, you've got to do something. That's how I feel. Everybody. Et dans la situation actuelle avec le changement climatique, les éditions génétiques CRISPR ou génomiques, le clonage, il y a une urgence à faire quelque chose, et je me sens concerné de ça. Nous aurons une discussion tous ensemble à la fin, donc il y a des questions que je vais laisser ouvertes parce que je veux les poser à Victoria et à Aline et Olivier. Il y a 2 ou 3 questions qui sont les mêmes. Mais je voudrais quand même poser une question à Victoria au sujet de pourquoi est-ce qu'elle fait des collaborations avec des scientifiques. Elle en fait beaucoup. Et pourquoi pour elle c'est un point important dans sa création. So did you get it? Why do you do science collaboration? Earth science collaboration. What does it mean in terms of your creation, aesthetics, reflection, commitment? Well, I think when you're dealing with this kind of work, it should be based on facts. Je pense que quand on fait ce genre de travail, ça doit être basé sur les faits. And in dialogue with scientists who are pretty much determining our reality. Et donc, en dialogue avec les scientifiques détermine assez notre réalité. So I could easily just go off on my own and it would be faster and easier because it's quite difficult. Je pourrais aussi facilement faire les choses par moi-même, ce serait peut-être plus rapide et plus facile, mais parce que c'est des sujets difficiles. So it's actually critical for artists to work with scientists and humanists and everybody who can come to the table to create complex projects, and it takes a long time. Donc, c'est donc important pour moi, en tant qu'artiste, d'amener des scientifiques, mais aussi des humanistes à la table de travail pour pouvoir concevoir des projets un peu plus élaborés, plus complexes. Et ça prend aussi beaucoup de temps, mais voilà, je suis convaincu de cette nécessité. And so to address your question about the aesthetic, it's really about creating a trust relationship where
I can lead the aesthetic and still make sure that it's based on facts. Donc pour revenir à la question sur l'esthétique, c'est vraiment un rapport de confiance où on me confie un peu la partie esthétique du travail, mais c'est basé sur les faits et scientifiques, et donc c'est ce qui rend voilà, la pertinence et la valeur esthétique aussi du travail. I wanted to come back to the environment, which is water. And water is not, I mean, this piece about plankton is about creatures, but creatures living in water. And water is not, you have already done other works with water. And it has been a long journey because you also curated the show. So could you expand a little bit what this environment specifically represent for you? Donc elle a fait d'autres œuvres qui ont trait à l'eau. Et ça a été un long parcours, enfin, il y a eu un long engagement de sa part, au point qu'elle a aussi organisé une exposition avec d'autres artistes travaillant sur la thématique de l'eau. Et bon, là, il s'agit bien sûr de créatures vivantes, donc le sujet, c'est les créatures vivantes, mais ces créatures, elles vivent dans l'eau. Et donc, je lui demandais quelle était sa prise de position, d'une certaine façon, que représentait en tout cas l'eau dans sa création. So water is the next oil. It's the next, if there's going to be wars, it will be, now it's oil, it's moving to water. And with climate change, it really is critical to think about it from many different levels. Donc l'eau, c'est un peu le prochain pétrole. Pour le moment, c'est un peu les guerres autour du pétrole, mais bientôt, ce sera peut-être autour de l'eau. Et donc, c'est un peu critique de s'en préoccuper pour moi. It's the strangest molecule. It's the source of our life. We are water. The earth we're on is water. C'est la molécule c'est une molécule étrange, c'est la source de la vie. Nous sommes faits d'eau et la terre également. There's droughts around the world. Il y a des sécheresses sur la terre. Many people are going thirsty, dying from lack of water. Il y a beaucoup de gens qui meurent de manque d'eau. There's planktons who create oxygen in water, so it's really life, which is why this was so fascinating to me. Et donc le plancton créant l'oxygène dans les océans, dans l'eau, c'est aussi pour ça qui donc amène la vie. C'était aussi pour ça que c'était fascinant pour moi. And then there's, to relate to the show I curated, the fourth state of water. So we know the three states are liquid, ice and vapor. Donc il y a une exposition que j'ai donc été commissaire et travaillé sur les 4 états de l'eau. On connaît 3 états, l'eau, la glace, la vapeur. But the fourth state is that in-between state. So it's always in between a different state, and it's really fascinating. Donc le 4e état de l'eau, c'est toujours l'état entre les deux, qui voilà, qui est très très fascinant pour moi. Working with water, I started looking around at what other artists and writers and filmmakers are doing, and it's an amazing amount of work that's dealing with water, incredible. Quand je me suis penché donc sur les artistes, les écrivains, les cinéastes qui ont travaillé sur l'eau, il y a un nombre incroyable de travaux. C'est hallucinant le nombre d'artistes qui ont travaillé sur ce sujet. So it can go from political to poetic to philosophical to scientific. Voilà, politique, poétique, philosophique, scientifique. I have many more questions, but I have one about the plankton and the sound. But maybe, tu as un micro? Parce que je m'apprêtais à partir avec ça. S'il y a des questions brûlantes de la salle maintenant pour Victoria, allez-y, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Et à la fin, encore une fois, on fera une discussion générale. Mais si vous avez besoin d'une précision ou quelque chose. Good evening. Thank you for your presentation. Maybe it's a little bit unexpected question, I'm sorry. Okay.
But you are an artist, and so your work is must be seen by a large public. So my question is, you are using very sophisticated technologies, and how do you show? How can you show what is the future of your installations, because they are not so as stable, of course, as a painting. So what they become. Est-ce que je traduis ou vous traduisez vous-même? Oui, je lui demande, c'est peut-être une question un petit peu inattendue par rapport à son travail. Je lui dis qu'elle est une artiste et qu'une artiste fait des choses pour que un très large public puisse les voir. Et comme elle utilise des techniques très sophistiquées, comment fait-elle pour conserver finalement son travail, et que deviennent ces installations quand elle n'a pas la chance de pouvoir les montrer dans les caves, Ars Electronica, so on. So I'm actually very aware of this. This piece can J'en suis très also consciente, ouais. this piece can also be a large projection, just like a video art piece. Donc il y a une version de l'œuvre qui est en une projection large, qui n'est donc pas en 3D, et qui peut être considérée comme un l'art vidéo. And so right now it's in Vienna at the Angewandte Innovation Lab with Vive VR, so virtual reality. Donc il y a une version là à Vienne, c'est une version donc je veux pas didn't get Virtual reality. the lab, the name of the lab. Vive. Angewandte. Angewandte. The Innovation Lab in the Vienna Biennale. Ok, le laboratoire d'innovation de la Biennale de Vienne. L'école Donc- d'art appliqué de Vienne, dans le Right. labo L'école d'art d'innovation de appliqué. l'école d'art appliqué de So Vienne. Et then donc it's- c'est une version là de réalité virtuelle. Right. So then it's going to Croatia, where there's not much funding, but we're going to have a large projection screen and print. Like these postcards are actually augmented reality, so you can also see the plankton move. Donc ensuite, je vais montrer le travail en Croatie, et ils ont moins de budget. Et donc là, il y aura des projections larges et également des impressions, comme ici ces cartes postales, où il y a un travail aussi sur la réalité augmentée, donc à partir des téléphones portables. So to answer your question, the message is so important to me, and as far as I know, we have 5 to 10 years to live. So I feel I'm not so concerned about conservation as much as how we save our lives. Donc, And yeah, Donc, comme je vous ai expliqué, je suis donc très concerné par les questions écologiques, et on entend qu'on n'a plus que 5 ans à 10 ans à vivre. Donc, je suis plutôt concerné, pas tellement concerné par la conservation des œuvres, mais plutôt de nos vies. as much as we can show it and tell people in whatever way to pass this message on and make people aware, I feel is what I want to do right now. Donc, toutes les manières possibles pour moi d'essayer de montrer ce travail, qui est avant tout pour moi un objectif de faire passer un peu un message et de rendre les gens un peu plus conscients de ces questions de pollution des océans, pollution sonore des océans. On a deux questions Fa- ici. Deux questions rapides. Vous pouvez poser en français. Je ne sais pas si ça va être très très rapide. Hello. As a scientist in underwater acoustics, I was very curious about the links you make between scientific facts and your creation, artistic creation. So from what I saw, I see a plankton eating some microplastics. There is an emergency about that. Yes. But how it can make it sing like a whale in your artistic Oh, creation? that's when you En français? no, no. So I if didn't see the link between the plastic on the scientific side and the sound creation. Donc en tant qu'acousticien, scientifique, bioacousticien aussi, donc j'étais intéressé sur les relations artistiques avec les faits scientifiques, mais j'ai pas bien compris les liens entre donc d'une part un plancton ingérant un plastique, un microplastique, et les sons qui sont joués dans la So création.
I'm really glad that's the last question. It's a perfect question because it answers what Merci pour Annick cette asked question. me earlier. Okay. Et donc quelque chose que je crois pas avoir assez développé plus tôt. What's based on fact is how the imagery works, how the sound is, the way it correlates, but it's still poetic, the size of the plankton, the experience, and the message. And in relation to, you don't want to be literal, because if you're literal, then you might as well just do a science museum educational piece. It's an art piece. But it's based on research and working with scientists. So the scientists approve. Donc la visualisation des planctons et les sons utilisés sont basés sur des faits, mais c'est quand même un travail poétique. C'est ne serait-ce que par la taille qu'on y donne, par l'amplification. Mon objectif n'est pas de faire de la communication scientifique pour des musées des sciences ou des travaux éducatifs, mais de conserver de la création, une dimension de création artistique. And just so fossil fuels are used to create plastic, and the noise, most of the noise that's under the oceans, is somehow related to fossil fuels, either fracking to get oil or transporting the consumer stuff. Donc les carburants fossiles constituent l'essentiel de la pollution sonore sous-marine et sont utilisés pour produire les plastiques. Et donc dans l'essentiel de cette production de bruit, ça va de l'extraction pétrolière, les plateformes et de l'extraction pétrolière sous-marine jusqu'au transport maritime où on utilise du carburant pétrole. So noise and plastic is definitely related. Donc le bruit et le plastique ont définitivement une relation. I can't hear. You have to. I think, okay. No, I want to hear. I want to hear. Okay. But we have to. Just the last. Just sorry. We have just one more question. Yes, just we could think that acoustic waves have a negative impact on plankton, Yes. and this, I'm not sure this is supported by any scientific. Yes, it is actually. I can give you data. Okay. There's Donc, scientists who have please proven that the plankton population drastically drops in areas where there's a lot of noise pollution underwater. Donc, You can give me your email, I'll send it to you. Donc la question était, mais bon, je ne suis pas certain que les ondes acoustiques ont un impact réel sur le plancton. Et est-ce qu'il y a des données là? Et donc elle répond que oui, il y a un certain nombre de données qu'il y a des déplétions massives dans des endroits où il y a des grandes pollutions sonores et qu'elle peut fournir des informations et des données là-dessus. So to end, plankton die from eating plastic, not all species, some, and plankton die from noise. Thank you. Voilà, le plancton meurt de manger du plastique et meurt aussi à cause du bruit. Il y a une dernière petite question. How long do the plankton live? Oh, that's a good question. I don't know exactly. There's 100,000 different species, and they probably have different lifespan. I'm not sure. Je ne suis pas certain de la réponse parce qu'il y a une centaine de milliers de planctons différents et ils n'ont pas forcément tous la même durée de vie. Let's check on Wikipédia. We're checking. Thank you. Thank you. Merci Victoria. Bonsoir, donc moi je suis Olivier Adam, je travaille sur les cétacés depuis 2001-2002 et en particulier les sons, leur émission sonore qui m'intéresse. Il y a 90 espèces de cétacés qui sont réparties en deux groupes. Je vais vous faire court, on ne va pas faire un cours ce soir, mais je vais vous faire court. Les cétacés qui ont des dents type dauphin, orque, cachalot, et les cétacés qui ont des fanons, c'est-à-dire qui n'ont pas de dents, et c'est les grandes baleines, baleines bleues, baleines à bosse, rorqual commun. Vous pouvez voir les cétacés partout en France, donc c'est assez facile, y compris en métropole et dans les dom-toms évidemment.
Et donc les grandes baleines émettent des sons, donc tous les cétacés émettent des sons, mais les grandes baleines émettent des sons qui sont des vocalises. Et parmi elles, les baleines bleues par exemple, ou les baleines à bosse, sont connues pour leur chant. J'ai commencé un projet chant de baleine à bosse en 2007 à Madagascar. Donc à Madagascar, c'est une zone où les baleines à bosse viennent se reproduire et les mâles émettent des vocalises successives. On va peut-être en écouter un extrait tout de suite, comme ça va donner le ton. Elles vont émettre des vocalises. Ça dure 1 heure. Alors, en 2007, on ne savait pas comment étaient créées ces vocalises. Mais je vais y revenir juste avant. Tout ce que là, on entend, c'est il y a une vocalise, un silence, une vocalise, un silence, une vocalise, un silence. Et en fait, la question, c'est que quand on étudie ces sons, on s'aperçoit de 2 choses. Premièrement, le nombre de vocalises est un nombre réduit. C'est-à-dire, alors on ne va pas vous donner le nombre tout de suite parce que les scientifiques ne sont pas d'accord sur le nombre, mais ça va entre une dizaine et une soixantaine. Et elles sont organisées dans le temps. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas émises de façon aléatoire, mais elles sont émises en séquence. Et ces séquences sont répétées 1 fois, répétées 2 fois, répétées 3 fois. Donc on parle de sous-phrases. Après, il y a plusieurs sous-phrases qui sont imbriquées. Et l'ensemble de ces sous-phrases font le leitmotiv. On parle de chant parce que c'est répété. D'accord ? Donc les oiseaux chantent parce qu'ils répètent. Nous, on chante. C'est-à-dire que si vous écoutez une chanson, en fait, il y a 3 notes qui sont répétées pendant 5 minutes. Et ça, c'est ce qui crée un chant. D'accord ? Ok, donc la baleine à bosse se met à chanter. Le rôle de ces chants, on pensait au départ que c'était pour attirer les femelles. Et puis on s'est aperçu très vite qu'on a fait du playback de chants de mâles sur les femelles. Elles partaient. Donc on n'a pas eu un succès énorme. Donc maintenant, on est plus dans une logique de dire délimitation de territoire, interaction mâle-mâle, parce que la compétition pendant la période de reproduction est extrême, très très forte chez les baleines à bosse. D'ailleurs, elles se portent bien puisque leur population qui a été décimée par la chasse industrielle est pour l'instant en voie en croissance. Pas de grand-chose, 6-7%, mais quand même significatif pour des grandes baleines. Donc les vocalises, comment elles produisent les vocalises. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur les chants de ces cétacés, c'était pour caractériser les chants de Madagascar. Ce sont des dialectes ancestraux parce que les chants sont répétés d'une année à l'autre et évoluent à la marge. On pense qu'il faut une quinzaine d'années pour que les chants changent complètement dans une zone parce que les baleines vont rajouter des vocalises ou vont en enlever. Et puis, c'est des chants régionaux, des dialectes régionaux, parce que les chants de l'océan Indien, par exemple, n'ont rien à voir avec ceux des Antilles françaises et n'ont rien à voir avec ceux d'Hawaï. Donc on peut comme ça caractériser les différentes populations dans les différents océans. Et alors la question qu'on se posait, c'est de se dire mais comment elles font pour créer ces vocalises ? Parce que quand vous observez une baleine, qui est sous l'eau et qui crée des vocalises, il n'y a pas d'air qui sort de ses évents ou de sa bouche. Elle ne fait pas de signe extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a aucune information extérieure. Elle ne fait pas de clin d'œil, elle ne lève pas la pectorale. En fait, on ne sait pas comment elle fait pour créer des sons. Donc c'était des choses qui étaient à l'intérieur d'elle. Et du coup, on a commencé à faire une investigation anatomique de l'intérieur de la baleine. Donc il faut imaginer que des grandes baleines, par exemple, le larynx, c'est 1,20 m de long, les cavités nasales, c'est 1,60 m, 1,70 m, tout est disproportionné à l'intérieur de la baleine. Et qui, pour moi, qui suis un science de l'ingénieur, c'est-à-dire que je n'ai pas fait biologie, qui n'ai jamais disséqué une grenouille, c'est intéressant de voir qu'on pouvait ouvrir à l'intérieur d'une baleine et voir comment le système pouvait générer. Elles n'ont pas de cordes vocales, mais elles ont un système qui est basé sur 2 poches d'air, leurs poumons, et un sac qui est connecté à la trachée. Et du coup, elle fait circuler l'air de ses poumons vers ce sac. À l'origine, c'était pour prolonger l'apnée. D'accord, ça, vous pouvez le faire chez vous dans votre baignoire. Ça, vous soufflez de l'air dans un ballon et vous pouvez réabsorber après l'air à la fin de votre apnée. Donc, du coup, au lieu de rester 1 minute en apnée, vous faites 2. Et voilà, donc ça, c'était le rôle essentiel de créer un son. Mais en fait, au passage de la trachée, il y a 2 cartilages qui ferment hermétiquement le sac laryngé. Et quand elle va l'ouvrir,
ces cartilages qui sont recouverts d'une membrane vont se mettre à vibrer et vont créer ces vocalises. Et donc là, on est parti sur la définition des vocalises et on a fait le lien entre les sons qu'on enregistrait à distance et l'anatomie de la baleine dans le but d'arriver à une identification, une signature individuelle, ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais en tous les cas, au moins, on a vu mécaniquement comment c'était possible pour créer ces chants-là. On va parler de 1971. Il y a eu un événement scientifique majeur en 1971. Il y a eu une publication qui a été faite par 2 Américains qui s'appellent Roger Penn et Scott McVeigh. En fait, ils ont eu des sons qui ont été enregistrés par la US Navy à Hawaï, parce qu'à cette époque, la US Navy écoutait les sous-marins russes. Bon, ils n'ont jamais entendu un sous-marin russe. Par contre, ils ont entendu plein de baleines à bosse. Et du coup, les Américains ont donné ces chants de baleines à bosse à ces 2 chercheurs et qui ont publié en 1971 dans Science, donc la revue américaine ultra connue, justement la description de ces chants. C'est eux qui ont inventé le mot unité sonore, c'est eux qui ont inventé le mot chant, utilisé le mot chant pour la première fois pour les cétacés. Et ils ont fait la page de couverture de Science, ça c'est 1971. Ils ont créé, ils ont imprimé un vinyle, d'accord ? Ils ont imprimé un vinyle que vous pouvez acheter, ça s'appelle Hampackwell Song. Ce vinyle, aux États-Unis, c'est plus vendu que les Beatles. Et il a eu une histoire incroyable puisqu'il a été utilisé à l'ONU pour lutter contre la chasse à la baleine. Ça a presque marché, mais on n'est pas loin. Et ils ont mis des extraits de ce vinyle dans une capsule qui s'appelle Voyager et qui est partie dans l'espace à l'encontre de la vie, je sais pas moi, des aliens quelque part dans l'espace. En tout cas, s'ils nous trouvent, s'ils trouvent la capsule, ils auront notre photo et ils auront la possibilité d'écouter 60 langues humaines et une langue non humaine qui est justement le langage des baleines à bosse. On peut écouter ? Alors, la différence par rapport au son précédent, c'est qu'au son précédent à Madagascar, il y a 30 ou 40 mètres de profondeur, c'est-à-dire en fait très peu profond. La baleine, elle fait 12, 13 ou 14 mètres de longueur, donc il y a très peu de réverbération, alors que là, à Hawaï, on entend de la réverbération, donc c'est probablement... il y a plus de 100 mètres de profondeur. Alors on ne sait pas, nous on a fait des enregistrements équivalents en Guadeloupe par exemple, où un chanteur s'était mis devant un tombant qui descend à 5 km de profondeur, et donc il y avait une réverbération qui était juste énorme, le même chose que ce que vous pouvez faire quand vous êtes au ski par exemple, en criant devant une montagne, ou quand vous êtes dans une cathédrale. Le son en fait se réverbe sur les parois et donc est de ce type-là, beaucoup plus complexe. Alors on ne sait pas si la baleine l'a fait exprès, par contre elle en est consciente. Parce que le son va transporter des informations sur elle, c'est-à-dire sur sa longueur, sur son état d'esprit, sur ses convictions, etc., mais aussi sur l'environnement, puisqu'il va être modifié justement par la profondeur. Donc la baleine, elle le sait qu'il y a peut-être 1 km de profondeur sous elle, elle n'ira jamais le voir, parce que ce sont des cétacés de surface qui descendent très peu en profondeur, genre 100 mètres maximum ou 200 mètres maximum, mais par contre, elle sait qu'elle sera là. Alors après, est-ce qu'elle se met là parce que le son est plus beau que quand il n'y a pas de profondeur? Ça, on n'en sait rien, mais en tous les cas, c'était bien tenté, quoi. Voilà, merci de votre attention. Olivier peut parler comme ça pendant des heures, et à chaque fois qu'on fait une conférence-concert, ça finit souvent assez tard. Donc moi, je vais essayer de vous parler 10 minutes, alors qu'on travaille, donc je vais vraiment mettre un chrono, sinon je ne vais vraiment pas y arriver. Et on travaille ensemble depuis 2012 sur un projet qui a fini par être qualifié de projet Art Science, et j'en suis très heureuse. Mais au départ, c'est d'abord une rencontre avec un chercheur, alors que moi, je suis dans une démarche de travail sonore et musical, donc d'écoute de la musicalité des sons, soit que je fabrique en studio, soit que je vais capter dans la nature, et maintenant presque plus que ça.
Et par ailleurs, donc, je suis navigatrice à la voile. Donc, j'ai traversé plusieurs fois l'océan Atlantique, ce qui n'est pas grand-chose, mais j'ai surtout traversé l'océan glacial arctique, donc le pôle Nord magnétique à la voile, en 2009, dans une toute autre époque des océans et de la manière dont notre rapport à l'océan existait. On est parlé encore avec envie de conservation, et je pense qu'on a beaucoup changé en 10 ans. Dire aussi que ça part de là, c'est-à-dire que les baleines, dauphins et tous ces grands mammifères qui sont dans l'eau, quand on navigue de manière douce, mais aussi parfois au moteur, viennent au bateau. Et donc du coup, c'est ça, moi, qui m'intriguait énormément dans ces grandes bestioles que je savais même parfois pas reconnaître en mer. Et j'étais en train d'écrire une pièce radiophonique pour France Culture et la RTBF sur ce voyage à la voile au pôle Nord magnétique. Et je faisais des recherches au Centre culturel Inuit à Paris, qui est passionnant. Et Olivier faisait une conférence en 2012 sur tous les champs de cétacés à l'époque. Et là, moi j'étais en Arctique, mais dans ma tête j'étais à Paris, mais j'étais en Arctique, donc je convoquais tout ce qui s'était passé là-bas. Et j'avais une impression très intime que racontent beaucoup de navigateurs et de marins, d'avoir déjà entendu ces chants. Et probablement, très probablement, et voire assurément, dans la coque, pendant la nuit, dans un sommeil très particulier, un peu paradoxal, qui fait qu'on est un peu toujours en veille, même si on dort assez profondément pour récupérer dans des navigations très longues comme celle-là. Et donc c'était un sentiment assez fort, encore une fois, je dirais, comme témoignent beaucoup de marins, ça n'a rien de singulier, mais dont je témoigne volontiers, et je peux développer là aussi pendant des heures, on ouvre une voie. Et puis, je discute avec Olivier et aussi de l'écoute électroacoustique, c'est-à-dire comment on écoute les sons, comment on les qualifie, comment on les nomme. Et du coup, Olivier m'envoie un disque entier de X années de travail de recherche. Alors, imaginez, ma journée s'est arrêtée. J'ai reçu le disque. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc il fallait le dupliquer, le sauver, l'encadrer. Enfin, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais c'était fou. Et donc, j'ai évidemment commencé à jouer avec ces sons. Et puis, j'étais en train d'écrire cette pièce. Et le son des baleines à bosse, qui est le plus formé, le plus régulier, le plus musical au sens humain, on ne sait pas trop ce qui se passe là-dessous encore, mais en tout cas au sens humain, évidemment, m'est tombé dans l'oreille. Et quasiment à ce moment-là, à la fin d'un concert, je rencontre un joueur de basson qui s'appelle Brice Martin, qui est par ailleurs un grand improvisateur et qui a travaillé aussi à l'intérieur du basson, son son. Et j'avais l'impression d'entendre les baleines. Je lui ai fait écouter un enregistrement d'Olivier Adam, le premier que vous avez entendu, et il m'a dit « Mais pourquoi les baleines jouent du basson ?» Donc ça, c'est le début, c'était en 2012, on est en 2018, et il me reste 7 minutes pour vous raconter tout ce qui s'est passé, ça ne va pas être possible. Parce que moi, au début, je n'ai pas pensé d'abord qu'on faisait de l'art science, j'avais une banque de sons, j'avais un basson, j'avais un projet, et puis j'avais cette pièce à écrire. Donc on fabrique une petite miniature, baleine-basson, etc. Des années plus tard, c'est peut-être 2 ou 3 ans plus tard, le Muséum d'histoire naturelle me propose de faire une pièce, etc. Je dis, ah ben super, on va appeler Olivier, et puis on va réappeler le basson, et puis on va travailler sur un format plus long de cette écoute singulière qui était dans la pièce radiophonique. Et je vais voir Olivier, et là il m'explique cette histoire de dissection. Et là ça a été un choc, parce que si vous prenez un basson, c'est la même taille que le système laryngué des baleines. Au bout du basson, il y a un petit tube avec une double hanche en roseau qui ressemble donc beaucoup à l'histoire des 2 cartilages qui étaient en train de disséquer Olivier. Et puis, je ne sais plus si tu as parlé du sac laryngué. Ouais. Donc, il y a un souffle circulaire à l'intérieur de la baleine, et tous les soufflants, maintenant, donc les instruments avant, travaillent ce qu'on appelle le souffle circulaire. Vous avez peut-être vu ça avec les joueurs de didgeridoo, qui arrive en bloquant une partie du système buccal à jouer continuellement. Donc du coup, voilà, ça m'a fait aussi beaucoup résonner avec ce que racontait tout à l'heure notre intervenante sur les faits,
Voilà, ça fait pour moi, et ça fait une démarche aussi qui peut être artistique, en tout cas un point de départ d'une aventure. Voilà, ça c'était 2012, 2013, 2014, quelque chose comme ça. Et puis évidemment, on a travaillé assez longuement avec Brice Martin à l'époque et maintenant Sophie Bernado sur un travail pur et dur d'imitation, de décortiquer ces fameux leitmotifs, donc qui sont globalement des hauteurs qui se répètent, des silences et des sons pulsés. On les nomme pareil en musique qu'en bioacoustique. Et moi, dans ma tête, ça a mis encore plus d'années à imaginer que je puisse proposer ces sons aux baleines. Alors que je vis en partie à La Réunion et que les baleines viennent tous les étés. Donc on part une première année au Congrès mondial des baleines à bosse, où il y avait Olivier et puis Dorian qui est là-bas. Et oui, il y a un Congrès mondial des baleines à bosse qui était à La Réunion, mais les baleines n'étaient pas tout à fait arrivées. Et ça a été le premier geste. Et moi, je me demande depuis ce qui, dans une démarche art science, fait œuvre. Et j'ai un peu l'impression que c'est là. C'était même pas la première pièce qui était finalement une pièce musicale, poétique, par rapport à ce que je comprenais de ce qu'on savait de la science à l'époque. Mais le premier geste, c'est de mettre un haut-parleur dans l'eau, de diffuser un moment un son, et que possiblement ça soit écouté par les baleines et d'autres espèces marines, et puis je ne sais quoi en dessous qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est très très compliqué à faire. Parce que qui est public dans ce cas-là est-ce que les baleines sont aussi publiques tout autant que les gens sur le bateau, tout autant que l'enregistrement qu'on fait de nos réactions sur le bateau, des réactions dans l'eau, etc. Mais bon, la première année, on est parti. Enfin, moi, je suis partie un peu tôt. Et les baleines n'étaient pas là. Il s'est passé un autre truc. C'est que j'ai diffusé la Litany for the Whale de John Cage, qui est une musique qu'on pourrait avoir composée à partir de cette fameuse publication dont parlait Olivier, juste après. Donc, ce immense compositeur américain. Une musique assez ancienne, répétée, avec une question et 36 réponses, et évidemment, comme à son habitude, un travail de silence phénoménal. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de baleines, mais il y a des rémoras qui sont venus au bateau. Donc, c'est des poissons qui ont une sorte de grippe sur le haut de la tête et qui s'accrochent aux grands mammifères pour se déplacer. Et donc les rémoras se sont détachés du grand mammifère qui était dessous, des requins, des tortues, des dauphins, on ne sait pas ce qu'il y avait là-dessous, et venaient, à chaque fois que la musique était émise, donc quand il y avait la question ou la réponse, au haut-parleur, vraiment tout près. Et dès qu'il y avait le silence, elles partaient. Voilà, encore une fois, qui est public, où est l'œuvre, etc., je ne sais toujours pas, mais c'était la première année. Et puis il a fallu encore longtemps et attendre l'été dernier pour que je trouve l'idée, tout ce qu'il faut pour repartir à La Réunion avec un début d'interface sonore depuis le bateau, un haut-parleur d'un côté, un hydrophone dans l'eau, et des sons envoyés, imités au basson et la litanie. Ce qui s'est passé est bien au-delà de absolument tout ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'il y ait interaction, que les chants changent et que les silences changent. Donc, je vais vous faire écouter un enregistrement baleine-basson de l'été dernier. Ni moi, ni Olivier, enfin moi maintenant oui, mais ni Olivier, ni la bassoniste avec laquelle je travaille ne savent reconnaître si c'est de la baleine ou du basson. Bing. Baleine. Baleine. Plus fort le basson. Baleine. Basson.
basson. Alors là, jusque-là, j'ai envie de dire, je m'y attendais un peu. C'est ultra bouleversant. Il y a plusieurs choses ultra bouleversantes. C'est que vous êtes sur un bateau, vous entendez le chant des baleines en direct. Déjà, c'est pas facile. Envoyer un son, c'est pas facile. Entamer un dialogue, c'est pas facile du tout. Qu'elle réponde, on commence à tous pleurer dans le bateau. Et il s'est passé quelque chose. Ça, c'est très long. Ça, c'est moi qui force un peu. Ce qui s'est passé, c'est aussi qu'elles ont changé les hauteurs, elles ont changé les silences, etc. Et elles sont allées, et voire elles m'ont emmenée vers un jeu qui est uniquement sur les sons pulsés. Les sons pulsés, on va en trouver. On va en voir arriver, mais je vais vous montrer ce qui s'est passé dans un deuxième enregistrement. Donc ça, c'est très long. C'est des moments très longs en mer de jeu ensemble qui ont été un peu étonnants. Et dernière chose, j'avais envie de remercier en fait ce moment d'échange par quelque chose de très beau. Et j'avais emmené avec moi un chant galicien, très ancien, 12e, 13e siècle, qui est aussi une histoire de questions, réponses, silence, etc., d'une voix de femme extrêmement beau, possiblement une litanie. Et elles n'ont plus fait que des sons pulsés à l'intérieur de la litanie, enfin de ce chant, et joués et pitchés à l'intérieur de ce chant. Donc ça, c'est un extrait donc, de ce chant qui s'appelle Ondas d'Omar de Vigo. Et c'est un enregistrement qu'on a fait de nuit. Je vais vous dire que c'est pas grave parce que l'écoute ici, parce qu'on peut retrouver ce chant sur le site de France Musique en entier, dans une chronique d'Aliette Delalleux. Donc vous pouvez l'écouter tout seul avec une bonne écoute, un casque à la maison, et ça sera plus heureux qu'ici. Donc on a fait beaucoup. Avec l'aide d'Olivier et de toute une bande de chercheurs, 4 documentaires sur les baleines et les dauphins qui s'appellent L'oublié Moby Dick, que vous pouvez écouter sur France Culture, et que le dernier est consacré à toute cette histoire. Il y a 53 minutes et encore j'ai beaucoup restreint ce qu'on avait à raconter. Donc du coup vous pouvez écouter ça. On va se retrouver à Curiositas en novembre. Qu'on continue cette histoire parce que, en fait, moi, elle a commencé avec cet enregistrement, par exemple.
parce que j'ai commencé à comprendre comment on pouvait jouer musicalement avec les baleines, comment on pouvait contrer, éclairer sur toutes les histoires de relations humains, interespèces, etc. Et que c'est que le début de toute une réflexion qui démarre, que maintenant on est aussi aidé d'un partenaire technique très sérieux qui s'appelle l'IRCA, mais qui est en train d'arriver dans le projet, que moi, dans mes désirs artistiques, j'ai envie d'une chose très folle, c'est-à-dire que sur la question du partage aussi, qui était racontée tout à l'heure, je rêve, et je vais techniquement tester en septembre à La Réunion, la possibilité de faire des concerts pour public terrien, donc nous, les oiseaux, les plantes, etc., et les mammifères marins, donc les grands mammifères, les algues, les tortues, donc pour essayer de jouer dans le même temps et de partager des moments d'échange public, voilà, tous ces publics-là. Je suis en train aussi de créer un rituel d'adieu aux baleines avec une amie chorégraphe, parce que c'est les questions qui vont se poser dans les prochaines années. Et qu'on n'a pas commencé ce projet, en fait. Voilà. Merci. Il y a un point qui m'avait intéressé quand j'avais lu vos documents et dans ce que tu as commencé à exprimer là, c'est le développement de l'interface de lutherie numérique. Et ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui était aussi le cas dans le travail de Victoria, c'est l'interface technologique en tant qu'instrument scientifique et ou instrument artistique. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce que vous avez développé là ? En science, par exemple, on questionne les espèces animales pour savoir ce qu'elles se racontent entre elles. C'est-à-dire qu'on fait du playback, on extrait des sons et on va les rejouer pour savoir où est l'information dans le son et quelle est cette information-là. Donc, on fait ça avec plein d'espèces, comme des oiseaux par exemple, et on essaie de savoir quels sont les sons d'appel, les sons qui correspondent à la présence de prédateurs, d'alerte de prédateurs, ou quels sont les sons de compétition entre mâles par exemple. Alors chez les cétacés, c'était un petit peu plus compliqué parce que du fait qu'ils sont sous l'eau et qu'ils disparaissent assez vite de notre vue, on a du mal à caractériser leurs réponses. Mais depuis 2010, donc on est du coup très en retard par rapport à toutes les autres thématiques bioacoustiques, mais à partir de 2010, on a commencé à tester du playback sur des baleines à bosse, des orques, des cachalots, des dauphins, avec deux objectifs. Essayer de mieux mesurer l'impact des sons des activités humaines et mesurer en fait le bruit dont on parlait tout à l'heure dans les océans. Et la deuxième chose, c'est de mesurer aussi d'estimer quels sont les sons qu'ils émettent. Et nous, on a fait par exemple un projet pendant 3 ans sur les interactions mer-baleineau chez la baleine à bosse, c'est-à-dire comment la mer reste en contact acoustique avec son baleineau qui parfois reste à la surface alors qu'elle est en profondeur. Donc il y a vraiment ça. Alors ce qui est intéressant en 2019, c'est qu'on n'est plus freiné par la technologie. Ça veut dire qu'on a les moyens de l'acheter parce que les prix sont quand même plus bas, alors qu'avant l'acoustique sous-marine était plutôt réservée à ceux qui avaient de l'argent. Et en même temps, on a les ordinateurs qu'il faut, le matériel qu'il faut pour créer. Ce qui me plaît énormément dans le projet avec Aline, c'est que là, on ne fait pas simplement diffuser un son pour voir ce qu'il fait, mais c'est qu'on met en place un dialogue. Et ça, c'est l'étape suprême qu'il pourra y avoir après, quoi. Mais Aline, quand tu parlais de lutherie informatique, ça a quand même un vrai sens en musique. Donc, et si j'ai bien compris, vous avez collectivement développé quelque chose de spécifique, non ? Alors, on est en train. On a développé une interface de jeu à partir de tout ce qu'on connaît, en tout cas ce que moi je comprends qu'on connaît, parce que je ne suis toujours pas scientifique, de la question des unités sonores, des leitmotifs, des silences, et à partir d'un certain nombre de paramètres, comment moi, c'est assez simple, à la fin j'ai un ordinateur sur le bateau, des sortes de synthés en fait, qui déclenchent des choses dans l'ordinateur, à partir de ce que Olivier et ses collègues ont réfléchi, de qu'est-ce qu'on comprend de l'unité sonore, etc. C'est encore très peu, en fait, ce qu'on connaît de la science. Moi, je peux jouer sur donc, l'unité en elle-même,
quasiment imité de ce qu'on sait au plus proche au basson, mais qui est en fait transformé par tout un tas de choses derrière. La manière dont une unité peut se former, comment on peut juste infléchir une unité et un petit peu la pulser. C'est assez peu de choses, en fait. Et c'est déjà beaucoup. L'été prochain, on va partir avec ça, mais pour une fois, on va partir aussi avec la bassoniste, qui, elle, a aussi évidemment un jeu d'interprète que moi, j'ai pas. Avec ces deux choses-là, en fait, il va y avoir un autre niveau de développement qu'on va faire pas seul, parce que là, moi, j'ai une limite technique qui va être fait avec un développeur très, très sérieux. C'est-à-dire que je veux absolument que plutôt que de jouer avec les baleines, ce qu'on a déjà fait, c'est pas nouveau non plus. Il y a déjà tout un tas de gens dans les années 70 qui ont joué dans l'eau et il s'est déjà passé des choses. Par contre, à partir du signal et le transformer dans notre écoute pour signifier aux baleines qu'on les écoute, ça s'est pas encore totalement fait. Et donc du coup, c'est ça, à partir de tous ces paramètres qu'on commence un peu à mieux comprendre, qu'on va grandir. Et puis ce qui est complètement nouveau et ce que je ne pensais pas avant même cet automne, je crois, ou en rentrant de la Réunion, c'est d'imaginer qu'on puisse jouer ensemble. C'est-à-dire que qui on est sur un bateau. Enfin, moi, j'ai mille questions. Qui on est sur un bateau? Est-ce qu'il faut être dans l'eau? Est-ce qu'il faut être dans l'eau derrière le haut-parleur avec un geste? Et donc ça aussi, évidemment, moi j'aimerais beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a des requins à La Réunion, donc il y a toute une histoire. Et puis il y a tout un protocole de mise à l'eau, enfin qui est compliqué, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Donc du coup, ça va être aussi une question, est-ce qu'il faut jouer dans l'eau pour signifier un geste son à la baleine, comme ferait la bassoniste? On est plusieurs sur un bateau qui émet. Ben non, c'est toujours une personne qui émet. Voilà, les chercheurs, ils sont pleins sur les bateaux. Moi, c'est toujours un truc qui m'a interrogée. Moi, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est évacuer tout le monde du bateau pour être très peu nombreux. Et donc, du coup, on a déjoué des protocoles aussi qui étaient pourtant en place à La Réunion et ça n'a pas été facile. Ça, c'est aussi toute une histoire, voilà, avec qui, quel public et ça. Et puis on n'a pas fini. Alors, le rêve aussi, ça serait même ultime, ça serait de transmettre tout ça, par exemple, sur Internet, ce qui ferait qu'on pourrait faire le concert depuis Belle-Île, alors qu'on serait avec les baleines à La Réunion, par exemple. Et donc, du coup, et blablabla, ou entre deux espèces de baleines, enfin voilà, on en a pour toute la vie, quoi. Oui. Non, je voulais juste rajouter que les cétacés sont des mammifères dotés d'intelligence et de sensibilité. Hein. Le cachalot, le cerveau d'un cachalot, c'est 8 kilos. Hein. Donc, il doit quand même réussir à faire quelque chose avec son cerveau. Nous, on est à 1,3, 1,4 pour les meilleurs. Et du coup, en fait, l'autre information, c'est que, comme tous les mammifères qui apprennent, qui ont une logique d'apprentissage, leur apprentissage est basé sur l'imitation. Donc, vous avez vu des orques qui imitent, des dauphins qui imitent, des belugas qui imitent, parce que c'est passé dans les grands journaux. Il a la possibilité de faire une interaction directe avec eux. Le fait que nous, on les écoute, déjà là, ça va commencer à devenir très intéressant. Et d'interagir à partir de ce qu'eux émettent, là, c'est encore plus intéressant. Alors, j'ai posé une dernière question un peu technique, parce qu'évidemment, j'ai un milliard d'autres questions, mais j'imagine que vous aussi. Puis, je vais appeler Victoria à nous rejoindre. Mais moi, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûre, la dissection du larynx des baleines, c'est récent. 2007. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits dans les années 1800, à l'époque des grands anatomistes, où là, on a commencé à regarder comment... et puis après, ça a continué après pendant la chasse, où on a fait des grandes généralités. C'est-à-dire qu'on a fait de la découpe, on a identifié les poumons, donc on savait que c'était des mammifères et non pas des poissons. Donc il y a eu beaucoup d'anatomie, on va dire, brute, grossière, qui ont été faites sur les cétacés, mais... on n'est pas descendu à certains niveaux et par exemple, on ne savait pas expliquer comment des grandes baleines émettaient des sons. En 2007. Alors moi, j'avoue que ça m'a. Alors c'est bien ce que j'avais compris. Ça m'a littéralement sidéré. Je me suis dit qu'en 2007, on n'est pas l'anatomie de la baleine. Alors je vais vous dire. J'ai eu un moment, je me suis demandé si j'avais vraiment bien compris. Alors j'ai trouvé ça mais super choquant, quoi. Enfin, en 2019, on va vous expliquer comment une baleine nage.
D'accord. Donc, vous voyez, il nous reste encore quelques petits travaux, quoi. Ah, mais la nage, c'est autre chose, parce que c'est un déplacement, ça met plein de choses, mais l'anatomie, c'est quand même assez de base. Donc voilà, j'avais bien compris. Je vais ouvrir la parole, je ne sais pas où est passée. Ah, elle est cachée. Pauline a un micro, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais demander à Victoria et à Ewan de nous rejoindre pour le dialogue. Deux questions en fait. La première question est, est-ce que vous avez fait votre concert humain baleine assez pour que vous savez si les baleines reviennent pour chanter avec vous? Première question. Et deuxième question est, est-ce que la transmission du son dans les océans a changé depuis qu'on met tous ces microplastiques de merde dans l'eau? Est-ce que ça change la façon que le son est transmis dans l'eau? Pour répondre à la deuxième question, la transmission, la propagation acoustique dans l'eau l'eau est plus dense, donc la vitesse de propagation est plus rapide dans l'eau que dans l'air. Les basses fréquences se propagent très bien, c'est-à-dire des baleines bleues qui émettent à 20-30 Hz. Nous, on les a enregistrées à plus de 150 km de nos hydrophones. On ne sait pas trop leur sensibilité auditive, mais on peut imaginer qu'elles peuvent s'entendre à plus de 100, voire 200, peut-être 300 km. Alors le fait qu'il y ait des plastiques, ça a peut-être absorbé un peu, mais on va peut-être pas non plus trop exagérer. Je pense que le principal problème du plastique, c'est qu'ils ont du mal à le digérer, quoi, et donc c'est une des causes d'échouage maintenant récursifs pour les cétacés en tous les cas. Sur la mémoire. Alors est-ce qu'elles reviennent, Ce que vous posez aussi, c'est possiblement la question de la mémoire d'un événement et est-ce qu'elle reviendrait nous rencontrer? Alors ouais, ça serait le kiff ultime. Alors elles ont de la mémoire. Je parlerai vraiment comme ça. Mais d'abord, on ne sait pas reconnaître individuellement par le son une baleine. Donc du coup, moi, je ne saurais même pas si c'est la même baleine qu'il y a 1 heure, la veille, du même endroit. Et alors d'une année sur l'autre, n'en parlons pas. Donc du coup, on serait complètement incapable de savoir ça. Mais votre question est juste magnifique parce que aussi les baleines ont une mémoire et donc du coup elles vivent un nombre d'années assez long. Je parle toujours sous couvert d'olivier. Et donc du coup, ce qui veut dire que pour certaines, elles ont possiblement encore vécu les grands massacres. Et donc du coup, moi, c'est aussi pour ça que j'ai intitulé la série Oublié Moby Dick. C'est aussi peut-être que maintenant on a inventé un rapport différent et d'envoyer des signaux différents aux espèces et que la musique en est un. Donc du coup, voilà. Et donc, comme elles apprennent les chants de manière culturelle, etc., on peut aussi imaginer qu'elles reviennent voilà, si on a un rendez-vous fixe à La Réunion, elles reviennent à date. Mais bon, les dates, c'est nous. Est-ce qu'on a des dates? Enfin bon... Elles ont de la mémoire, d'accord. Les grandes baleines vivent une centaine d'années. On pense que une baleine franche a été estimée à 200 ans. 200 ans. Bon, 200 ans. Là, on travaille sur les cachalots de l'île Maurice. On vient d'estimer un grand-père à 70 ans. Donc eux, ils ont vécu des choses. Voilà, et ils le transmettent. Il y a une transmission culturelle qui se passe de mammifère à mammifère. Il y a un apprentissage. On le voit pour toutes les espèces, y compris les orques. Y compris les cachalots, y compris les dauphins, y compris les baleines. Donc les baleineaux qui vont venir écouter des sons d'Aline, ils vont avoir une idée qu'avaient pas leurs parents et leurs grands-parents, mais ils vont la garder après tout au long de la vie. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, on peut en discuter toute la soirée. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que c'est différent et que c'est nouveau. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur les sauts des baleines? Sur les quoi? Les sauts, les liens entre les chants et les sauts qu'elles peuvent exécuter en s'extrayant de l'eau. Le saut, c'est-à-dire les sauts au-dessus de l'eau? Ouais. Alors, on a expliqué, on est les seuls au monde à avoir expliqué comment une baleine saute. Je sais pas, c'est magique. Enfin, je sais pas si vous en avez déjà vu, mais en fait, les grandes baleines, comme les baleines à bosse, font des sons hors de l'eau. Donc, il y a 30 tonnes qui sortent de l'eau et qui s'explosent. Le but, c'est de faire un gros splash superbe. Donc, nous, on donne des notations. On fait des notations, par exemple, à Madagascar, entre des platchs pas très réussis, donc là, ils ont 1, et des platchs énormes où ils ont 10. Je peux vous donner le champion 2018, ça vous intéresse?
Donc, mais on ne savait pas l'expliquer. Alors, on sait l'expliquer pour les dauphins, on sait l'expliquer pour les orques, on sait l'expliquer pour les cachalots, parce qu'ils font au muscle, d'accord. Quand on prend un dauphin, en 20 mètres, il prend une accélération suffisante pour avoir une certaine vitesse et faire un saut, mais pour une baleine à bosse, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu une baleine à bosse prendre de l'élan. Et là, je parle que des adultes, parce qu'on a vu sur YouTube des baleineaux qui prennent de l'élan parce qu'ils n'ont pas trop compris comment fonctionne leur anatomie. Et en fait, en travaillant sur le système respiratoire des baleines à bosse, on s'est aperçu, Scoop 2017, que c'était un ballast. En fait, leur système respiratoire, elles peuvent prendre 1000 litres d'air et en fait, elles vont utiliser cet air-là comme ballast, ce qui va leur permettre de stabiliser leur nage. C'est pour ça qu'on décrit les nages actuelles et qui vont leur permettre de faire ces sauts-là. Les biologistes ne s'étaient jamais posé la question de savoir comment une baleine pouvait sauter. Et en fait, elles descendent à 15-20 mètres de profondeur, elles gonflent leur ballast et là, elles partent comme des avions vers la surface pour faire des sauts hors de l'eau. Ça vaut un billet d'avion. J'aurais une question. Il me semble qu'il y a des travaux qui sont faits sur les langages de certains singes, des singes hurleurs, je crois. Et je voulais savoir si vous êtes en lien aussi avec cette étude de langage non humain, de mise en place de grammaire, de répétition de motifs. Donc ça, c'est une première chose. Et dans un domaine plus prospectif, je suis en train de lire Les Furtifs de Damasio, dans lequel il y a des communications avec des êtres non humains et qui se basent aussi beaucoup sur la musique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion soit de lire, soit de rencontrer Alain Damasio, mais je pense qu'il y a des parallèles à faire. Alors, l'aventure a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, pas uniquement sur les cétacés, mais aussi sur les primates. On a fait une petite erreur, c'est qu'on a voulu leur apprendre notre langage. Enfin, moi, je considère ça, mais moi, c'était pas ma génération. Mais en gros, c'était de vouloir soit leur apprendre du vocabulaire, soit leur apprendre à compter, soit leur apprendre des objets pour référencer, etc. Et à la fin, donc ça a duré jusqu'aux années 70, on va dire. Et on va dire que le début des années 80, ça a été une nouvelle génération de chercheurs qui se sont dit, mais en fait, on va pas leur demander d'apprendre notre langage, on va leur demander de nous décrire le leur. Et là, il y a tous les travaux d'Iana Reiss, tous les travaux de Denise Ersing sur l'intelligence des dauphins, en l'occurrence, sur leur comportement, sur savoir comment ils structuraient leur groupe. Et donc ça, c'est alors surtout des études en bassin, très peu dans le milieu naturel, parce que le milieu naturel, c'est assez compliqué du fait qu'ils disparaissent très vite et qu'on a du mal à les suivre. Mais du coup, voilà, ça c'est clair que c'est des choses qui nous intéressent et on fait référence surtout à tout ce qui a été fait dans le monde terrestre parce qu'ils ont beaucoup plus d'avance que ceux qui travaillent sur les cétacés. Ouais. Yeah, I'm curious if it's the call of a wild. Are the whales actually calling out to humanity when you're talking about interspecies? They're suffering so much, and as we are, do you think do you feel kind of a responsibility for sharing that call? La question était peut-être sur les baleines souffrent beaucoup et j'étais très intrigué sur votre évocation des massacres aussi. Peut-être qu'il y a cette question de la mémoire, etc. Mais du coup, est-ce que vous sentez une sorte de responsabilité sur aussi la réponse que vous apportez dans ce que vous jouez ? Je vais faire une réponse à vous sur l'évocation de Damasio et sur quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure sur la question de l'interface. Des questions éthiques, en fait, on s'en pose tout le temps. D'abord, et c'est étonnant que c'est encore pas surgi dans les questions sur le volume sonore dans l'eau, la quantité, le temps avec lequel on passe avec les espèces, est-ce qu'on est loin, est-ce qu'on n'est pas loin, le volume sonore, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont encadrées, pensées, réfléchies, pour lesquelles on demande des autorisations et qui sont régulées différemment selon les endroits du monde. À la fois culturellement sur la manière dont les endroits ont un rapport aux baleines et aux dauphins, par exemple, et aussi dans les endroits qui économiquement développent le whale watching ou pas. Et comment ils le font. Et donc ça, c'est plein de nuances un peu partout. Moi, je pense qu'il faut qu'on
n'interagissent avec les espèces. Qu'il faut qu'on se trompe. Il y a des générations de chercheurs qui se sont trompés. Alors pour répondre aussi à Madame, moi, dans Oubliez Moby Dick, il y a un épisode entier sur la question des dauphins et comment aussi on a imaginé à un moment leur apprendre l'anglais, par exemple. Vous verrez, c'est toute une histoire et on a tué beaucoup de dauphins à cette époque-là. Au nom de la science et ça a aussi fait beaucoup avancer la science. Donc du coup c'est très très compliqué et complexe. Mais moi j'ai abordé cette question-là aussi en interviewant par exemple Dinah Reiss qu'on entend dans le documentaire. Donc c'est l'épisode 2 de Oubliez Moby Dick. Voilà. Et pour dire les choses jusqu'au bout, à la fin, donc le chant que vous avez entendu, ce moment-là, en fait, de chant ancien, c'est des millions de questions de rapport à la musique aussi qui traînent, et notamment à une écoute férale, donc une écoute où on serait redevenu sauvage en oubliant notre espèce domestique. Et donc pour moi, l'écoute tempérée qui s'est créée au fil des siècles pour revenir à un moment où je passe vite, trop vite l'histoire de la musique. Mais ce qui s'est passé était tellement émouvant pour nous. Et encore maintenant, la bassoniste, il suffit que je lui fasse écouter ça, elle s'effondre en larmes. C'est-à-dire qu'elle n'était encore pas avec moi à la réunion, elle s'y projette, elle s'effondre en larmes, elle a des ruisseaux dans les yeux, que je me demande si c'est pas l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que les baleines ne sont pas venues nous dire « Dis donc, vous n'êtes pas en train de disparaître, vous n'avez pas besoin d'un petit câlin auditif, là, à ce moment-là ?» Et donc de donner une espèce d'émotion. Alors là, je fais de l'anthropomorphisme à pleine balle, mais c'est des questionnements qui m'ont traversée. Et donc j'en témoigne parce qu'évidemment, je suis incapable de savoir ce qui s'est passé dans la tête d'une baleine. Et donc j'avais l'impression que c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle venait nous câliner les oreilles et le cœur et nous dire dis donc, vous êtes sacrément en train de déconner quand même là. Voilà. Donc du coup, les choses éthiques, elles sont infernales, quoi. Et puis... Il y a une question par là. Bonsoir, merci pour la présentation. Je me posais une question. Nous, on est capable maintenant de synthétiser des sons, en fait, avec de l'intelligence artificielle, etc. Et du coup, ce serait peut-être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on pourrait, du coup, avec tous les enregistrements que vous avez faits, synthétiser les sons et du coup, là, pouvoir jouer acoustiquement avec et peut-être d'avoir un truc encore plus proche de... Zéro problème. D'accord. Donc, mais c'est quelque chose que vous faites ou c'est quelque chose qui est en Et cours? en fait, à partir, donc dans l'étape maintenant de l'interface, c'est vraiment à partir. En plus, les chants, ils changent d'une année à l'autre. Donc du coup, comme nous, on les voit une saison, et puis après, on rentre à Paris. Il faut attendre. Bon. Et donc du coup, on écoute. Et d'une année à l'autre, même si c'est les mêmes chants, ils changent. Et aussi, ils changent dans les régions. Donc du coup, le temps que nous, on les travaille au basson, on les imite, etc., bref, on va se retrouver avec les baleines, on va être en retard. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de partir de ce qu'on comprend, nous, musicalement, et de jamais sortir de la posture humaine. C'est-à-dire, nous, on a inventé un basson, la musique, notre écoute, etc., et d'essayer de la pousser. On va mettre ça dans une machine, et la machine va enregistrer, en fait, le chant, et par rapport à tous les paramètres qu'on comprend de l'année, va interagir sur n'importe quel son qu'on peut prendre de synthèse pour dire à la baleine qu'on est en train de l'écouter et éventuellement de l'imiter et éventuellement de jouer avec elle ou de lui faire des propositions musicales. Ça, c'est pas un problème, c'est juste du travail, en fait. Merci. En fait, je voulais savoir, du coup, il n'y avait que des mâles que vous avez enregistrés? Il n'y a que les mâles qui chantent. Alors, en fait, ça c'est drôle parce que tous les scientifiques dans le monde entier disent qu'il n'y a que les mâles qui chantent, d'accord. Mais si on regarde la publication qui a été faite dans les années fin 60, ils ont prélevé 30 baleines à Hawaï qui chantaient et c'était que des mâles. Donc du coup, on dit que c'est que des mâles. Alors qu'en fait, il est probable que peut-être, éventuellement, ça ne pourrait pas que être eux. Et personne n'a jamais refait d'études pour s'assurer que c'était bien les mâles. Donc pour l'instant, on répète que c'est les mâles, mais on ne sait jamais, un jour ou l'autre, on va peut-être s'apercevoir qu'on s'est trompé depuis les années 70. Quoi.
Tu vois le plancton? Le plancton de Victoria. Le plancton de Victoria. Ça ne doit pas être très rafraîchissant, n'est-ce pas? Ça ne doit pas rassasier. Plancton, krill, petits poissons. À Boston, c'est plus des petits poissons. Enfin, ça dépend de où elles sont, mais non, elles mangent bien. Hein. Elles mangent 3 mois par an pour toute l'année. Et Olivier, vous avez dit quelque chose d'intéressant sur les tonalités et accents des mêmes baleines en Hawaï, dans l'océan Indien et je sais pas, dans la Méditerranée, que ça change carrément, c'est ça? Voilà, donc ils ont une... Alors ça, c'est pas propre aux mammifères, parce que des oiseaux de la même espèce qui sont à différents endroits et donc qui ne s'entendent pas, vont avoir un accent particulier ou vont avoir des unités sonores particulières. Enfin, je veux dire, nous, il n'y a aucune raison qu'on parle de la même façon avec un polonais, parce qu'on ne les a jamais vus, quoi. Donc ça, c'est la base du truc. Par contre, ce qu'on a noté en Australie 2006, une très belle publication où des baleines de la côte ouest, les baleines de la côte est sont venues s'amuser avec des baleines de la côte ouest et ont changé profondément leur chant, parce que les mâles interagissent entre eux et s'échangent en fait des leitmotivs. Et évidemment, quand on a une compétition sexuelle, on prend le leitmotiv qui marche le mieux, ou en tout cas qui impressionne le mieux, quoi. Et du coup, les baleines ont abandonné leur ancien chant pour se mettre au chant de la côte est. Et on a appelé donc la publication, c'est Révolution culturelle. Je vais poser une dernière question parce que malheureusement, enfin voilà. On pourrait continuer toute la soirée, mais je voudrais revenir une question pour vous trois sur la relation art-science, puisqu'après tout, on est dans ce sujet. Aline, quand on avait préparé, tu avais distingué le protocole scientifique du processus artistique et comment les deux étaient en friction et en friction productive. Victoria a parlé de From Process to Protocol. Victoria a parlé de faits et de faits scientifiques. Et tu as dit que vous avez démontré clairement que le fait scientifique évolue au cours du temps. Et par ailleurs, visiblement, vous avez l'air d'être attaché à une certaine véracité, enfin en tout cas de rester collé le plus possible à quelque chose de réel dans les deux. Donc je voulais un peu avoir vos regards croisés sur l'opposition entre processus artistique, protocole scientifique et cette notion de fait et le fait qu'un certain nombre d'artistes travaillent en fiction factuelle, si je puis dire, où justement ils tordent les faits. Ils font de la spéculation. Et comment vous vous positionnez tous les trois par rapport à ça? Il y aurait d'autres questions, mais on va terminer sur ça là. Très vite. Au niveau scientifique, je pense que dans les années 1600, 1700, il n'y avait pas ce débat, il n'y avait pas cette barrière entre les arts et la science. C'est apparu probablement fin 1800, début 1900, et encore chez des vieux scientifiques en France en l'occurrence. Mais alors qu'on est des créateurs, on imagine des choses, on a des sentiments, on a des émotions. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait des sciences qu'on reste froid. Et l'aspect de dire que des protocoles ou des résultats scientifiques sont froids, moi, c'est quelque chose que, par exemple, j'ai jamais compris, quoi. Moi, mes résultats dépendent de ma personnalité, dépendent de comment j'interprète des choses, comment j'arrive à les mettre les unes après les autres. Et ce que je fais, moi, ça correspond à mon contexte, mon éducation, mon histoire, ma personnalité, et c'est probablement pas celle de mes collègues. Et du coup, c'est bien pour ça que du coup, on a des résultats différents, des interprétations différentes, et on arrive à avoir des connaissances différentes. Et juste un dernier point sur l'aspect durée d'une vérité scientifique, c'est pas super long non plus, hein. Moi, j'ai réussi à dire des contraires, des choses que j'ai publiées en 2013. Et je me dis que si on a tous fait ça, je pense que on avance progressivement. Il y a des choses qu'on croit vraies puis qui finalement le font un petit peu moins un an après, quoi. D'où la nécessité dans un projet Art Science de fréquenter un scientifique longtemps aussi. Protocole contre expérimentation, c'est hyper intéressant. Alors moi, il y a 2 moments où ça m'est vraiment venu
à l'esprit il y a quelques années. Olivier était en train d'écrire un papier et au beau milieu de l'été, il m'envoie une question. Alors souvent, on s'envoyait des questions très simples comme ça. Et la question, c'était qu'est-ce qu'une intention ? Alors, nous, on est rompus à la note d'intention. On en fait en veux-tu, en voilà, tous les 2 jours, pour avoir des bourses, pour un argumentaire, pour un concert, etc. Donc, moi, je me suis fait... Et puis, j'ai complètement séché. C'est-à-dire, j'étais incapable de répondre à un scientifique qu'est-ce qu'une intention, ce qui est complètement différent de remplir un dossier pour une recherche. Tu rigoles, hein. Parce que voilà, alors je pouvais dans un détail peut-être décortiquer dans une pièce quelle a été mes étapes, etc. Il se passe un truc très simple, c'est que si on est un bon artiste, je crois qu'il y a un moment de gap, c'est-à-dire qu'on part sur un chemin et il y a un moment où la cervelle, particulièrement quand on fait de la musique qui n'est pas de l'ordre du langage avec des mots, etc., la cervelle s'en va et là on fait une pièce, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle soit œuvre ou pas, c'est pas la question, c'est qu'on fait de la musique. Et là, là, vous pouvez toujours essayer de mettre ça dans un protocole, ça marchera absolument jamais. Deuxième moment, l'été dernier, quand je comprenais que les baleines étaient en train d'interagir et ce qui est en train de se passer, j'ai envoyé un mail à Olivier qui était aux États-Unis et qui me dit mais répète ton son sur lequel elles ont joué. Et moi, mais c'était hors de question. Moi, j'étais en train de fabriquer un dialogue. Donc, du coup, je répétais rien. J'écoutais, je jouais avec ma palette de sons encore très faible, mais quand même existante, ce qui était joué. Et puis, je déroulais comme quelqu'un qui improvise un instrument. Donc, ça, c'était aussi un moment assez marrant. Mais je crois que nous aussi, artistes, on a, quand on le peut, à questionner ces protocoles. Par exemple, moi, la manière dont les scientifiques vont voir les baleines, j'y arrive toujours pas. Moi, si je peux très vite retourner sur un bateau à voile de la manière la plus douce possible et rester longtemps au milieu des baleines et pas arriver avec un gros moteur, même s'ils ont travaillé sur la manière d'approcher les baleines, voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont différentes. Et juste un truc, par contre, rester dans les faits, c'est vraiment très beau cette phrase de tout à l'heure, parce que dans ce qu'on invente de dialogue interespèces, là, très vite, enfin moi, tous les 2 jours, j'ai une copine qui m'appelle, on dit « Ah, t'es une sorcière !» Ça se discute, je dis pas non, etc. Bon. Mais c'est pas la question. La question, c'est de rester, en fait, dans possiblement quelque chose qui peut à un moment se raconter parce qu'il se passe des choses étranges. Et donc si je sors trop loin et si je dérape trop loin de cette chose-là, alors j'ai l'impression qu'on n'avancera pas bien. Voilà. So I totally agree with everything you said. So just to add to it, this is a very unusual time in the last 100 years where we were separated. So it's really us coming together, and in this in-between state, we need to have these kind of collaborations with scientists because they have the education we as artists don't, and the scientists have the education that we have education that the scientists don't, it's vice versa. Je vais emprunter pour traduire. C'est peut-être, j'adhère complètement à ce qu'ils ont raconté, et peut-être qu'on est dans une situation aujourd'hui, depuis une centaine d'années, assez unique où justement les artistes et scientifiques peuvent vraiment interagir comme ça n'a peut-être pas été, si c'est bien compris, ça n'a pas été jusqu'ici à ce point. Yep. So the new generation after us will not have this, hopefully, if we survive. Donc les prochaines générations ne devraient pas avoir les problèmes que nous on a eus et si on survit à tous. And just to say that the best science fiction is based on facts. So if you La meilleure science-fiction est basée sur les faits. So if you take facts and then you kind of project out, you can change scientists' minds, and a lot of time scientists kind of come to what artists or visionaries thought of based on some facts. Donc si on prend les faits et qu'on les explose, les projette un peu, on peut aussi changer l'esprit scientifique et voilà, et que les artistes ont quand même une passion pour cet aspect visionnaire. So to me, it's about
a dialogue like we see here is a perfect example. And coming to that in-between place that's not art or science, that's just about humanity and that kind of the stuff that you can't define, and the moment you define it, it's gone. So it is about that change that you were describing. Donc, so je nicely. trouve ça intéressant, cette rencontre artiste et scientifique, où on n'est ni plus artiste ou plus scientifique, mais on est dans cet entre-deux, où en fait on est humain avant tout, et que donc si on peut changer beaucoup de choses par ça. Voilà, je voudrais remercier nos intervenants de leur présentation, remercier Ewen pour sa traduction, Lucas qui a assuré la technique au fond de la salle, et vous tous d'être venus ce soir. Et l'équipe de la Diagonale, Manon et toute l'équipe de la Diagonale. Notre prochain rendez-vous, c'est donc le 26 septembre au 104. On vous tiendra informé. Donnez-nous votre adresse email. Nous devons rendre le micro maintenant, mais nous avons encore un peu de temps à partager ensemble dans un dialogue intra-espèces et avec de quoi se restaurer un petit peu. Donc je vous invite tous autour d'un verre. Merci. Merci, Annick.